Il y a 40 ans, le Parlement siégeait en session extraordinaire pour examiner la première grande réforme voulue par François Mitterrand, l'abolition de la peine de mort. Le 17 septembre 1981, l'hémicycle était plein à craquer pour entendre le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, prononcer son discours. Un magnifique moment d'éloquence parlementaire qui est déjà entré dans l'histoire. Et permettez-moi, cher Robert Badinter, de tirer une petite fierté à l'idée que ce discours fameux, avant de retentir dans l'hémicycle du Palais Bourbon, a été préparé sous le ciel finistérien. C'était au mois d'août, au-dessus du port de Douélan, sur la commune de Cloire-Carnoët. Vous étiez dans une petite maison de Benoît de Groux et de Paul Guimard que ce couple d'écrivains avait mis à votre disposition pour écrire au calme, loin des foules, dans la sérénité de l'été breton. Une maison à votre image, monsieur le garde des Sceaux, simple et solide, élégante et sobre, offrant aux éléments ses murs de robuste granit. Victor Hugo aurait sans doute aimé ce jour et ce séjour face à l'océan, lui qui ne dédaignait pas d'affronter seul l'immensité. À son exemple, vous avez bravé l'immensité de la haine et du préjugé, vous avez secoué l'archaïsme de la mise à mort légale, et des années durant, à partir de l'affaire Buffet-Bontemps en 1972, vous avez milité pour l'abolition. On vous a calomnié, insulté, mais vous avez tenu bon. On vous a menacé, ainsi que votre famille, mais vous avez tenu bon. Une bombe fut même posée sur votre palier, mais vous avez tenu bon. Et c'est une belle leçon pour nous tous, élus locaux ou nationaux, de plus en plus souvent agressés pour nos opinions ou pour nos votes. Vous avez tenu bon parce que vous saviez que votre combat était juste et que vous aviez décidé de le mener jusqu'au bout. Dans ce combat, vous étiez sans doute fortifié par d'illustres prédécesseurs. Camus, et avant lui Hugo, et avant lui Beccaria, qui dès 1764, dans son grand traité des droits et des peines, estimait qu'on pouvait rendre la justice sans avoir besoin de la torture ni de la peine de mort. La France du XVIIIe siècle, la France des Lumières, abolit la question, c'est-à-dire la torture, mais elle conserva la peine de mort. On pourrait ironiser sur la Révolution, mais je voudrais d'un mot réhabiliter la mémoire d'un collègue, le député Guillotin. Il n'a jamais inventé la sinistre machine à laquelle on donna son nom par malice. Son propos, en réalité, était de rendre moins atroces et moins longues les mises à mort qui, sous l'Ancien Régime, prenaient la forme d'interminables supplices. La guillotine supplanta la roue, les cris duraient alors moins longtemps, mais le problème n'était pas révolu et la cruauté toujours présente. En 1795, après l'expérience de la terreur, les représentants du peuple votèrent l'abolition de la peine de mort, mais à la proclamation de la paix générale, autrement dit, au calendes grec, et donc la guillotine demeura. En 1848, les idées humanitaires progressent et la République, pour marquer sa différence avec celle de 1792, proclama l'abolition de la peine de mort en matière politique. C'était trop peu pour le député Hugo qui, un 15 septembre justement, il y a 173 ans jour pour jour, réclama l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort devant l'Assemblée nationale. Pour Victor Hugo, la peine de mort était le signe spécial et éternel de la barbarie, mais il ne fut pas entendu. La peine de mort demeura en matière criminelle et elle finit d'ailleurs par revenir sous le Second Empire et encore après la Commune pour certains actes politiques. En 1906, un espoir se fit jour avec l'élection à la présidence de la République d'Armand Fallières, l'un de ses avocats, monsieur le bâtonnier, qui ont bâti nos institutions démocratiques par leur engagement, par leur recherche constante de contre-pouvoir et d'équilibre politique. Le chef de l'État, sous la Troisième République, n'avait guère qu'un rôle
protocolaire de représentation, mais il détenait le droit de grâce et Armand Fallières était un abolitionniste convaincu. Alors il gracia systématiquement tous les condamnés à mort, signifiant par là aux jurés que cette pénalité ne devait plus avoir cours dans la France républicaine. Le gouvernement, la majorité le suivirent. Clémenceau, ministre de l'Intérieur et président du Conseil, était abolitionniste. Aristide Briand, garde des Sceaux, était abolitionniste. La majorité semblait l'être également, puisqu'à l'occasion du débat budgétaire, elle supprima la ligne de crédit dévolue aux exécutions capitales. Le bourreau se trouvait donc au chômage technique, mais cette abolition de fait, cette abolition par le bas, ne pouvait satisfaire un républicain comme Clémenceau, qui voulut, en 1908, un débat législatif sur la question. Ce fut un grand débat, le compte-rendu en témoigne, ample, majestueux. Partisans de la peine de mort et abolitionnistes s'affrontèrent, non en s'invectivant, non en calomniant l'adversaire, mais à coups d'arguments. Pour Maurice Barrès, favorable au maintien de la guillotine, les condamnés à mort suivaient une peine fatale, celle des criminels nés, incapables de tout relèvement, pour ainsi dire, extérieur à l'humanité. Faisant sienne les thèses du criminologue Lombroso, l'orateur nationaliste voyait en eux des dégénérés qu'il fallait retrancher de la vie. Alors, répondant à Barrès, ce fut Jaurès qui s'éleva. Le grand Jaurès qui monta à la tribune pour dire qu'on ne pouvait appliquer à un individu l'absolu de la peine parce qu'on ne pouvait lui faire porter l'absolu de la responsabilité. Outre le risque d'erreur judiciaire qu'il rappelait alors presque pour mémoire, Jaurès proclamait qu'il existe une responsabilité sociale même dans le crime, une responsabilité collective dans l'échec éducatif et social que constitue la délinquance. Une société qui tue est une société qui ne veut pas voir en face ses propres carences. Ces grands débats, vous allez bientôt en entendre un aperçu, et je remercie Gilles Cohen d'avoir accepté de prêter sa voix aux grands orateurs de notre histoire parlementaire. Avec eux, la France, dès 1908, aurait dû abolir la peine de mort. Mais c'était aussi l'époque de la grande presse, où déjà, qui s'empara d'un fait divers atroce, le meurtre d'une fillette, pour vendre du papier en flattant l'instinct de mort des foules. L'affaire Soleillant retourna l'opinion et au moment du vote, l'abolitionnisme n'était plus majoritaire. Pour réformer, il faut certes des convictions, mais il faut aussi du courage. Et en 1908, hélas, quelques députés en manquèrent. La guillotine demeura encore, faisant du pays des droits de l'homme le dernier d'Europe occidentale à abolir la peine de mort. Moins solennel, mais tout aussi important, furent les multiples travaux, auditions, rapports, propositions de loi qui se succédèrent au fil du temps. C'est aussi cela le travail parlementaire, une longue et humble quête pour se documenter, pour convaincre, pour emporter la décision. Des députés de gauche, mais aussi des démocrates chrétiens, des gaullistes, combattirent vigoureusement la peine de mort, comme Pierre Bas ou l'ancien résistant Eugène Claudius Petit. Il faut dire que la peine de mort, quoique maintenue, était devenue honteuse. Au lieu de la place de Grève devant l'hôtel de ville, où elle trônait à ses débuts, le gouvernement l'avait déplacée vers les quartiers périphériques ou devant les prisons. Et en 1870, on supprima l'échafaud, rendant la guillotine moins visible, mais celle-ci demeurait posée à même le sol. Et comme les exécutions donnaient encore lieu à d'invraisemblables kermesses, en 1939, il fut décidé qu'elles cesseraient d'être publiques. Et ce fut dans la cour des prisons qu'on trancha alors des têtes, discrètement, hypocritement, et pour empêcher qu'on observe du haut des immeubles, qu'on photographie ou qu'on filme, car l'indécence allait jusque-là, il fallait recouvrir la cour d'un sinistre dais de tissu noir. Ce fameux
dais noir, symbole de notre honte commune, que vous ne vouliez plus voir, monsieur le garde des Sceaux, cher Robert Badinter. Et grâce à vous, en effet, grâce à François Mitterrand, grâce aux députés de 1981, nous ne le verrons plus. La majorité de l'époque, la majorité de gauche, vous soutient d'un bloc. Mais il me semble important de rappeler que parmi ceux qui votèrent l'abolition le 18 septembre 1981, on comptait aussi 31 députés du centre et de la droite. Parmi eux, Jacques Chirac, montrant ainsi que l'opposition se grandit toujours à approuver une grande réforme et qui plus tard, Jacques Chirac, la parachèvera en faisant en sorte de constitutionnaliser l'abolition. Parmi les députés d'opposition qui approuvèrent ce projet de loi, je veux aussi saluer Étienne Pinte, ici présent, qui a accepté de prendre la parole pour évoquer et partager à la fois ses souvenirs et son vote. Je l'en remercie comme je remercie très vivement les autres intervenants. Madame Aminata Niakate, présidente de l'association Ensemble contre la peine de mort, Monsieur Olivier Cousy, maître Olivier Cousy, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Monsieur Philippe Maurice, aujourd'hui chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, qui fut le dernier condamné à mort, gracié par le président Mitterrand. Madame Christelle Vuanga, présidente de la commission Femmes, Genre, Famille et Enfants de l'Assemblée nationale de République démocratique du Congo, et aussi la jeune Salsabila Lalienne, lauréate francilienne de la 5e édition du concours international d'affiches de l'association Ensemble contre la peine de mort, qui avait pour thème « Dessine-moi l'abolition ». Mes remerciements vont enfin à Robert Badinter pour sa présence, bien sûr, pour son témoignage, et aussi pour le prêt de documents inestimables que vous pourrez voir sous vitrine. Le discours dactylographié qu'il portait à la tribune le 17 septembre 1981 est exposé sous vitrine tout près de nous, et vous pourrez donc voir l'ensemble de ces éléments dans la galerie des tapisseries immédiatement voisine. Il est bien de se souvenir. Il est nécessaire d'exposer et de rendre hommage. Mais c'est aussi une manière de montrer que les grands combats s'inscrivent dans la durée. C'est aussi le moyen de comprendre et de partager qu'ils sont sans fin, qu'ils continuent, qu'ils restent à livrer encore, toujours et partout. En France même, une étude récente montre que la moitié des Français demeurent favorables à la peine de mort. Vous me direz, c'est presque un progrès, puisqu'il semblerait que l'an passé, ils étaient 55%. Dans de nombreux pays, en outre, la peine de mort est encore une réalité. Et de nombreux condamnés, au moment où nous parlons, attendent dans les couloirs de la mort. À l'intérieur comme à l'extérieur, il nous faut encore convaincre, défendre l'abolition, prouver que la peine de mort n'a jamais été dissuasive et qu'elle n'est que barbare. C'est ce que fait l'association Ensemble contre la peine de mort en militant pour l'abolition universelle. C'est ce que vous faites aujourd'hui encore en tant que président d'honneur de cette association, cher Robert Badinter. Et c'est aussi ce que font de nombreux députés qui, chaque jour, œuvrent pour le respect des droits de l'homme. Le combat pour l'abolition n'est donc pas terminé. Il reste d'actualité, et je sais que telle est aussi la conviction de Monsieur le garde des Sceaux et de Madame la présidente de la commission des lois, à qui je vais donner successivement la parole. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole.